Je suis très heureux de vous accueillir pour ce deuxième webinaire, donc organisé par l'École des apprentissages. Donc, nous allons rester environ 1 heure ensemble. Donc, il est 20h32. Donc, nous essaierons de finir assez précisément vers 21h30, à peu près dans ces eaux-là. Donc, nous aurons 1 heure qui sont divisées de la façon suivante. Là, je vais présenter pendant 5 minutes un petit peu ce qu'est l'école, qui je suis. François va se présenter lui-même, donc pour ce thème sur sagesse du mouton, sagesse du lion. Et après, nous réserverons environ 10 minutes à la fin, 10 minutes, un quart d'heure, pour des questions-réponses. Voilà, donc ce qui est très important, c'est que quand vous poserez vos questions, ne les posez pas, enfin, posez-les sur l'onglet Q et R, c'est-à-dire questions et réponses. C'est à partir de cet onglet-là que je récupérerai les questions et que je pourrai les poser, bien entendu, à François. Je les poserai tout au long de sa conférence. Donc, c'est avec vos questions que j'alimenterai l'interaction. Voilà, donc merci à François Housset d'avoir accepté de participer à ce webinaire. François est un fidèle, il était là déjà au début de l'école, il y a 5 ans. Donc, cette école, l'école des apprentissages, dont je suis le cofondateur, je vais vous la présenter en quelques mots. Donc, c'est une école qui a pour originalité d'avoir composé une espèce de bouquet de toutes les sagesses universelles et d'en avoir tiré une sorte de dénominateur commun. Elle s'est inspirée pour cela de 3 champs, de la philosophie, de la psychologie et des spiritualités. Alors, dans la philosophie, pourquoi? Parce que le domaine de la raison nous paraît essentiel. Et donc, dans ce domaine de la raison, il y a à la fois de la philosophie et des sciences. On a par exemple un représentant des neurosciences qui vient régulièrement nous faire des conférences, Albert Mouchreiber. Il a lui-même animé le premier webinaire, donc c'était sur comment sait-on qu'on sait. Très important pour nous qu'il y ait cette dimension rationnelle, donc représentée par la philosophie et les sciences. La psychologie, pourquoi la psychologie? Parce que c'est un domaine dans lequel l'introspection, la connaissance de soi, la gestion des émotions, la gestion du stress, le nettoyage de son passé nous permet véritablement de bien nous connaître et de pouvoir être en capacité d'affronter le monde. Donc, il y a 2 dimensions aussi dans cette psychologie, du développement personnel, qui peut aussi prendre la forme de coaching, etc., avec tous les thèmes du développement personnel, gestion des émotions, gestion du stress, estime de soi, affirmation de soi, etc., et une grande présentation de la plupart des grandes écoles de psychologie qui sont dignes de s'inspirer de la sagesse, donc comme par exemple la Gestalt thérapie, l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, ou encore la thérapie existentielle de Irving Yalom. Ensuite, les spiritualités, donc 3e champ à partir duquel on s'inspire au niveau des sagesses. Et là aussi, 2 domaines dans ces spiritualités. Des spiritualités plutôt laïques, ou des spiritualités individuelles, avec des sages comme Arnaud Desjardins, Swami Prajnapad, Durkheim, etc. Et puis, il y a aussi, bien entendu, des sagesses plutôt traditionnelles, c'est-à-dire qui sont rattachées à des écoles comme le taoïsme, le bouddhisme. Cette année, on va faire les évangiles pour la première fois, ou le chamanisme. Voilà. Donc, l'objectif de cette école est véritablement de trouver un équilibre entre tous ces apports et de se constituer véritablement un axe. Alors, à partir de cet axe-là, nous constituons une boîte à outils qui nous permet de travailler sur nous-mêmes et de pouvoir ensuite offrir aux autres, dans le cadre d'un accompagnement, le bénéfice de tout ce travail. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le concept de Sophia thérapeute, donc un thérapeute qui s'inspire des sagesses du monde, donc avec 2 parcours, un parcours professionnalisant, donc c'est-à-dire un parcours sur 3 ans qui permet aux gens, à partir du moment où ils ont suivi tous les cours assidûment, de pouvoir prétendre à un accompagnement s'inspirant des sagesses du monde. La sagesse est thérapeutique, elle me permet de travailler sur moi et ensuite d'accompagner les autres, et un parcours aussi auditeur libre. Alors là, c'est pour ceux qui souhaiteraient venir ponctuellement à une conférence ou à une autre, ou à un atelier, parce qu'il y a aussi des ateliers expérientiels le dimanche. Les cours, c'est alors compatible avec quelqu'un qui travaille le mercredi soir, essentiellement 2 dimanches par mois, et donc cela sur 3 ans. Donc vous avez vraiment le choix de pouvoir opter pour la formule qui vous convient. Et dernier point, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne voudrais pas entamer le temps imparti pour cette conférence. Les personnes qui s'inscrivent dans le cadre de cette école payent selon leurs moyens. Donc, il y a véritablement, c'est un principe d'équité. Cette école essaye d'être congruente, c'est-à-dire tout simplement de respecter
les valeurs et les principes qu'elle défend. Voilà, maintenant je vais donner la parole à François, tu te présentes en quelques minutes et ensuite tu essayes dans la mesure du possible de dérouler ce que tu nous as préparé. C'est parti, merci. François Housset, 51 ans, être humain, normand, papa d'une choupette de 4 ans. J'ai participé au lancement des premiers ateliers des cafés philo dans les années 90. J'ai été formateur en philosophie du soin, philosophie de l'éducation, philosophie du droit, notamment dans les domaines sociaux. J'interviens beaucoup dans les prisons, les hôpitaux, les centres de formation. Je suis également un professeur de philosophie à peu près normal dans un lycée. Et j'anime beaucoup de débats encore, car c'est cela qui me nourrit le plus intellectuellement, spirituellement, affectivement, psychologiquement. Et donc, je suis ravi de participer une nouvelle fois à cette belle œuvre. Merci et bravo, Aubert Halal, Dieu, comment dire, loué soit ton nom, qui permet donc ce genre d'aubaine. Donc voilà, merci d'être là tous. Que vous dire que je vais, dans les 40 minutes qui viennent, vous donner un éventail des outils qui, moi, m'ont paru les plus utiles depuis plus de 30 ans que je pratique, pour savoir jusqu'à quel point obéir, jusqu'à quel point désobéir. Faut-il résister comme un mouton? Faut-il devenir un lion? Ou l'inverse, faut-il cesser d'être un lion et redevenir un mouton? Jusqu'à quel point nous sommes soumis et jusqu'à quel point nous ne devrions plus l'être? Peut-on être un paisible esclave? Faut-il se révolter? Qu'est-ce qu'on risque? Où est notre devoir? Que doit-on respecter? Voilà, très rapidement quelques lignes. Je vais être rapide car j'ai beaucoup de pistes et on verra bien en fait. Je me suis entraîné là à les ébaucher et à chaque fois j'ai fait un truc complètement différent. Donc c'est normal, c'est ça être vivant. Donc n'attendez pas un cours académique, je n'ai jamais réussi à en faire un. Je tiens simplement à vous donner les clés qui moi m'ont le plus servi pour aborder ce genre de problématique. La première des clés, c'est de chercher la liberté dans la contrainte. Il me semble important de distinguer d'abord la contrainte qui implique une soumission quasi totale et l'obligation qui implique une bonne volonté. Donc, on peut voir un exemple très simple qui va vous distinguer les deux, puisqu'a priori, on peut penser que la contrainte, c'est l'obligation, que c'est à peu près la même chose. Imaginez un objet jeté, je ne sais pas si vous le voyez, oui, on jette un objet en l'air, il retombe. Il est contraint à retomber. Il n'y est pas obligé quand il a atteint sa plus haute position. Il ne se dit pas je dois descendre, j'en ai reçu l'ordre formel et maintenant je vais m'efforcer de redescendre. C'est plus fort que lui, quelle que soit sa conscience. Il n'a pas de conscience d'ailleurs, il n'en a pas besoin. La loi de la chute des corps s'impose à lui et il est donc soumis à cette loi. C'est une loi naturelle qui est absolument indiscutable. Donc là, il n'y a pas de débat, c'est très tranquille. Voilà une pure et simple contrainte. Voilà un moment où la nature ordonne et il n'y a pas à se demander si c'est bien ou pas. Maintenant, prenons l'obligation. Je dis à un enfant, tu ne dois pas mentir. Il se sent obligé de dire la vérité, mais il sait qu'à tout moment, il pourra quand même mentir. Tout dépendra de sa bonne volonté, de sa bonne ou de sa mauvaise volonté. Il pourra mentir et puis éprouver une certaine culpabilité. En tout cas, il sait qu'il peut désobéir et à partir de ce moment-là, il est libre d'obéir ou pas. Donc, si par contre je le jette par la fenêtre, il n'est pas libre de tomber ou pas. La loi de chute des corps donc, va le contraindre. Et donc, il faut bien comprendre que on ne pourra jamais dire je suis parfaitement libre, je n'obéis à rien ni à personne, car j'obéis au moins déjà à toutes les lois naturelles et elles sont très nombreuses. Donc, nous sommes dans un ordre déterminé. Dans tout l'univers, il y a des forces, il y a des lois, il y a des règles, entre guillemets, sans qu'il y ait des législateurs. Cela s'impose et c'est absolument indiscutable. Donc, c'est assez facile, assez clair. Je pense à deux textes à ce propos. Un texte d'Aristote qui dit que
la pierre qu'on a jetée en l'air retombe parce qu'elle obéit à la nature. Et ce texte a été étudié par Ravesson dans son mémoire de philosophie sur l'habitude, où il dit, à partir du moment où nous répétons un geste, peu à peu, il devient moins conscient. Si pour la 1001e fois je conduis, mes gestes sont devenus automatiques, quasi mécaniques, on pourrait dire que c'est plus fort que moi et que sans y penser, j'effectue certains gestes. Je suis devenu une machine. On pourrait dire que déjà, j'obéis à certaines règles sans même y penser. Sauf que la grande différence entre la pierre et moi, c'est que la pierre ne pourra pas, à la 1001e fois, avoir acquis quoi que ce soit, aucune habitude, aucun comportement. Et donc, la pierre obéit toujours absolument strictement à la nature, tandis que moi, je peux avoir une seconde nature, une nature inconsciente, je peux avoir quelque chose qui me fera faire ou dire certaines choses sans même que je l'ai voulu. Je peux être absolument déterminé, mais j'ai tout de même une conscience, j'ai quelque chose qui fait que je sors d'un déterminisme absolu. Et c'est là d'ailleurs qu'il faut poser la plus grande problématique, car il me semble que l'enjeu pour l'instant c'est la liberté. On oppose d'habitude la liberté et le déterminisme, hein, en disant la nature elle ordonne. Voilà, c'est aussi bête et aussi simple que ça. Et pourtant, la technique libère. Je parlais de la pesanteur. Vous avez probablement tous volé déjà. Nous pouvons voler, c'est possible. Et nous ne sommes pas pour autant surnaturels. Nous n'avons pas désobéi à une nature sacrée qui se vengerait ensuite en nous disant c'est pas bien, tu n'as pas fait ce que tu devais faire. C'est au contraire à mesure que l'on connaît la nature qu'on peut mieux l'utiliser. On utilise les véritables forces pour qu'un avion puisse voler, malgré qu'il soit très lourd, pour qu'un bateau puisse flotter, malgré qu'il soit plus lourd que l'eau, etc. Et donc, là où la nature oblige, nous soumet, la technique nous libère. Par exemple, en ce moment même, vous m'entendez, et donc je ne suis pas contraint par les lois naturelles, ce qui n'empêche pas que l'ordinateur n'a rien de surnaturel, hein, donc il faut bien le voir. Oui, Je tenais… François, Oui. je vais en profiter pour étaler un peu mon savoir. Je crois qu'il y a des philosophes de l'Antiquité, je pense aux épicuriens, qui considèrent qu'il y a même du libre arbitre dans les atomes. Je pensais ce qu'on appelle le concept du clinamen, que tu dois certainement mieux connaître que moi. Tout ça pour dire que le libre arbitre, pour certains philosophes, on ne va pas débattre sur ça, n'est pas forcément juste un privilège humain, mais qu'on peut le retrouver sur des doses peut-être infinitésimales dans tous les domaines de la vie. Tout à fait. Et j'adore cette idée parce que les épicuriens sont quand même très vieux, il n'y avait pas de microscope, mais déjà ils avaient supposé qu'il puisse y avoir quelque chose d'indéterminé dans un atome, ce que la physique d'aujourd'hui constate, hein, véritablement en physique quantique. On dit que si on regarde par exemple un photon, on ne sait pas quel va être son comportement. Si on regarde par contre une foule, toute la lumière qui vient de ma lampe ici, il y a un flux avec des milliards de photons qui vont à peu près tous dans le même sens, mais un seul photon est absolument indéterminé. Et ça, c'est très important parce que je crois qu'on peut voir la même chose dans le comportement d'un troupeau, par exemple. Si on regarde un troupeau, tout le troupeau va quelque part. De la même façon, quand je regarde une manif, par exemple, je vois 50 000 personnes qui vont toutes de la place de la Bastille à la place de la Nation. Point. Par contre, si j'en regarde une, il se peut qu'elle s'arrête à n'importe quel moment. Il se peut qu'elle fasse demi-tour. Enfin, tout est possible. Elle est parfaitement libre. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose qui est à interpeller, c'est que tous ensemble, nous avons un comportement de mouton, mais que chacun isolé, nous pouvons avoir un comportement différent. Et donc, le clinamen, qui est un mot de Lucrèce, un mot latin, qui veut dire que l'atome devait normalement avoir une trajectoire et tout d'un coup, spontanément, il arrive à se dévier. Ça veut dire que lui-même n'obéit pas à un déterminisme naturel, lui-même n'est pas soumis en fait. Et que donc, même dans la matière, on peut supposer qu'il y a une liberté. Et ça, c'est fondamental, c'est formidable, parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'évoquer Dieu, par exemple, pour dire que nous serions surnaturels dans la nature, dans toute chose. On peut trouver de l'indéterminisme. Et je suis content parce que déjà, je ne suis plus du tout dans mon chemin que je m'étais tracé. Je t'ai dévié comme l'atome. Tu as bien fait. Mais combien de fois nous avons eu un projet et nous nous sommes détournés de nos propres objectifs? Ce qui importe aussi dans cette problématique, c'est de voir jusqu'à quel point nous arrivons à obéir à nous-mêmes. Il y a des moments où, pour reprendre cette image du clinamen, je penche, j'ai une inclination.
Et c'est plus fort que moi. Quand ma raison parfois me dit ne va pas par là, il se peut que j'y aille tout de même. Et donc je ne me maîtrise pas moi-même à ce stade-là. Et c'est très ambigu. Qu'est-ce qui me porte à faire quelque chose? Nietzsche le résume bien en disant quand j'agis, il y a quelque chose en moi qui ordonne et quelque chose en moi qui obéit. Ceux qui prétendent être devenus maîtres d'eux-mêmes, d'ailleurs, souvent j'adore les interpeller à ce niveau-là, je dis tu es donc devenu esclave de toi-même. Il y a un moment où j'obéis, il y a un moment où je commande, il y a quelque chose en moi qui ordonne, il y a quelque chose en moi qui obéit. Et c'est bien ambigu parce que j'aurais bien du mal à dire je fais ce que je veux. Et c'est pourtant ce qu'il faut faire pour prétendre être libre, dire je fais ce que je veux. Dans notre histoire classique que je voulais dérouler avant, en fait, il faut dire que celui qui prétend faire ce qu'il veut, souvent il est dans l'illusion totale. D'abord, il ne veut pas ce qu'il veut, dit Nietzsche. C'est-à-dire qu'il y a une liberté illusoire de celui qui dit je n'obéis qu'à moi-même. Tiens, là j'ai envie de m'allumer une cigarette, dit le fumeur. Tiens, là j'ai envie de boire un verre d'alcool, dit l'alcoolique. Et l'enfant va dire tiens, j'ai envie de boire un verre de lait. En fait, nous sommes tous conditionnés, nous sommes tous déterminés, nous ne choisissons pas nos désirs. Et à partir de ce moment-là, nous nous prétendons libres quand nous obéissons à nos désirs. Constatons que, en fait, nous sommes esclaves de nos désirs. Obéir à ses désirs, ça n'est pas obéir à soi-même. Qu'est-ce que le soi-même auquel on va obéir? Je parlais de la technique. Ceux qui arrivent à faire le plus de choses sont ceux qui acceptent le monde objectif et ne veulent rien d'autre que les événements tels qu'ils arrivent. Et là, on passe des épicuriens aux stoïciens qui disent il ne faut pas vouloir que le monde m'obéisse, c'est du délire. C'est être pathologiquement déterminé à se prendre pour un dieu, ça ne marchera pas. Il faut vouloir les événements comme ils arrivent. Et à partir de ce moment-là, il faut en fait faire de nécessité vertu, il faut se redresser soi-même, il faut dresser sa propre volonté. Et en fait, il me semble que le mouton est le meilleur des exemples. Donc revenons à nos moutons pour parvenir. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à partir de ce que tu viens de dire, sortir ce paradoxe que quelque part le libre arbitre est l'apanage de l'ignorant? C'est parce qu'il ne sait pas que véritablement il s'autorise des contrariétés par rapport aux lois de la nature. Mais à partir du moment où on connaît les lois de nature et qu'on les respecte, ce qui devrait être normalement le profil du sage, eh ben ça, paradoxalement, ça restreint sa liberté. Tout à fait. Tout à fait. C'est Descartes qui nous a induits en erreur et nous sommes tous, hélas, cartésiens, quand il dit « nous avons une infinie liberté, nous sommes libres autant que Dieu, car je peux prétendre, par exemple, que 1 plus 1 font 11. Je peux vouloir n'importe quoi, je peux imaginer n'importe quoi, je suis parfaitement libre. » Et Spinoza, après l'avoir bien lu, a dit « mais c'est complètement illusoire cette liberté. Une fois que je sais ce qu'il me faut, ce dont j'ai réellement besoin, je ne peux vouloir que ça. Je ne peux pas vouloir autre chose que ce qui me convient, ce qui est parfaitement adéquat à ma nature. Et à partir du moment où je veux autre chose, je me plante. C'est pas, d'ailleurs, Descartes l'avait déjà dit, il avait dit c'est le plus bas degré de la liberté, le libre arbitre. Quand je dis tiens, je vais faire ci, oh puis finalement je vais faire ça, ça veut dire que c'est égal. Mais non, rien n'est égal. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. Et celui qui a une vraie raison, il va pouvoir discriminer les objets à poursuivre. Et à un moment, il va voir qu'il y a un choix meilleur à faire. Moi, quand j'étudiais Descartes, d'ailleurs, j'étais étudiant à Paris, à chaque station de métro, je me demandais pourquoi prendre la sortie A plutôt que la sortie B. Ah, dis donc, quelle irrésolution, qu'est-ce que je suis libre. Et puis, une fois que j'ai compris que la sortie A me menait à 900 mètres de l'endroit où j'allais, alors que la sortie B me menait exactement où je voulais aller, qu'est-ce que je voulais? Je voulais la sortie B. Quelqu'un qui est vraiment libre, qui est vraiment rationnel, n'a pas le choix. Il obéit à la raison. La meilleure des sorties, la plus adéquate parce que je me rends à cet endroit et que je n'ai pas envie d'arriver en retard, eh bien, elle m'est donnée par ma raison. Et une fois que je la connais, j'obéis à la raison. Donc, à un moment, il faut savoir que c'est peut-être déjà être un mouton parce qu'il s'agit de dire je vais suivre un guide imaginaire peut-être, mais imaginons un berger qui vient de me choper à la station de métro, il me dit la meilleure station c'est celle-là, viens, il ne me propose même pas de choisir. Mettons-nous maintenant à la place d'un mouton, parce que j'ai envie de caser une phrase de Kant à ce propos-là qui me plaît beaucoup. Un mouton peut être un paisible esclave au sens où il a un berger qui s'occupe de lui. Il suit le troupeau, tout va bien, il aura à manger. Et même le berger sait exactement à quel vert pâturage il faut aller pour paître la meilleure des herbes. C'est formidable, non? Pourquoi le mouton irait ailleurs?
Et Emmanuel Kant dit, il faut faire quand même l'effort de penser par soi-même. Et moi, je prétends que même si quelqu'un me conduit vers ce qui est le mieux pour moi, je préfère être autonome et m'orienter moi-même, quitte à manger la pire des herbes. Et c'est là qu'il y a une ambiguïté, et c'est là qu'on voit souvent d'ailleurs des gens dire « je ne suis pas d'accord avec toi, tout ton argument est pourtant bon, mais je n'ai pas envie. Et j'ai envie de désobéir, j'ai envie de ne pas suivre. » Parce qu'en fait, ça m'énerve de penser que tu vas me mener et que peu à peu, je vais perdre ma volonté. J'ai une image qui m'a vraiment marqué. Je venais de traverser un petit bout du Sahara et je me suis retrouvé à Tataouine. C'est là où a été tournée une scène de Star Wars qu'ils appellent d'ailleurs dans le film Tatooine, une petite ville troglodyte. Et on voulait acheter de la viande et on nous a menés vers quelqu'un qui vendait de la viande sur le bord du chemin. Il avait des carcasses de moutons il faisait des sachets de côtelettes qu'il nous vendait. Et j'ai été ahuri de voir qu'il y avait 3 moutons vivants qui étaient là, qui attendaient. En le regardant avec un air béat, ils attendaient d'être tués à leur tour. Ils n'étaient pas attachés. Bon, ils avaient nulle part où aller en même temps. Hein. Mais il m'a semblé que c'est ça le comportement du vrai mouton. C'est celui qui a été soigné pendant toute sa vie par un bon berger aimant, qui les a protégés, qui les a nourris, qui les a menés partout de la naissance à maintenant. Et ils ont juste un petit étonnement au moment où il les égorge. Et en politique, Alain s'est servi de cette image-là en disant, imaginez un mouton qui dise merci au berger, merci, tu t'occupes bien de moi, mais j'aimerais bien mourir de mort naturelle. Est-ce que ça serait concevable? Imaginez la tronche du berger à ce moment-là. Le gros souci, c'est celui-là. C'est de voir à quel moment il ne faut plus être un mouton. Donc, peut-être que c'est une belle existence, hein, ce sont des belles vacances qu'on a quand on est mené en transhumance. Oui. Si tu permets, François, justement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire déjà au point où tu en es arrivé qu'il y a peut-être 2 sortes d'obéissance? L'obéissance subie, d'accord, c'est-à-dire à travers laquelle justement c'est la loi du groupe qui prend le pas sur justement la capacité individuelle de discernement ou d'opposition. Donc ça, c'est l'obéissance subie. Et il y aurait l'obéissance consentie, d'accord, éclairée, par exemple celle du sage, qui accepterait bien entendu de se conformer aux lois de la nature, donc qui obéit, mais il le fait de façon totalement volontaire, éclairée, consciente, contrairement aux moutons pour lesquels, entre guillemets, c'est juste une obéissance subie. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je préfère évidemment l'obéissance consentie. Simplement, je me demande jusqu'à quel point elle peut être consentie. En politique, on parle de contrat social en supposant que chaque être humain aurait signé un contrat. Moi, on ne m'a rien fait signer. Je suis né dans une cité, de la même façon qu'un mouton est né dans le terrain du berger, et j'obéis à la loi de la cité. Et est-ce que j'y ai consenti? On m'y a, comment dire, on m'y a formaté. J'ai appris à exister dans cette cité. Et le souci, quand je dis cité, c'est avec un C majuscule, hein, ce n'est pas nécessairement la cité de la banlieue. Mais là, il y a une ambiguïté, c'est que nous subissons tous. Et si je voulais être indépendant, d'ailleurs, si je voulais être mon propre maître, est-ce que je pourrais dire, bon, allez, eh bien, je quitte le monde des hommes, j'irai où? J'irai en haut d'une montagne, j'irai au fin fond d'une forêt, je vivrai combien de temps? Pas longtemps. Nous avons, nous, humains, besoin de fabriquer nos moyens de subsistance. Et donc, dans un de mes repas, il y a des ingrédients qui viennent quasiment du monde entier, qui sont passés dans des mains de plein de gens. Quand je regarde tout autour de moi, je vois tout un monde constitué par le travail de toute une communauté d'hommes. Et à mon tour, j'apporte ma pierre à l'édifice. Je fais partie de cette humanité. Je ne suis pas du tout le maître. Et ceux que je vois qui prétendent être maîtres en disant « personne ne me donne d'ordre », ben, je les vois le plus souvent en prison. Donc, j'ai vu encore récemment un chef de gang qui m'a dit « moi, je peux avoir ce que je veux quand je veux. Le monde m'obéit. » Et il était étonné d'ailleurs qu'on ne lui permette pas d'avoir un aménagement de peine, puisque normalement, il devait avoir une liberté provisoire. Il ne l'a pas eu, mais justement parce qu'il voulait que le monde lui obéisse. Il avait réussi dans sa cité. Il était le chef absolu. Et en fait, il ne subissait rien. Super. Je pense que la liberté politique,
elle est commune. C'est-à-dire qu'une cité est libre, mais ça ne veut pas dire que les citoyens font ce qu'ils veulent. Les citoyens appartiennent à la cité. La cité appartient aux citoyens, donc personne ne peut dire cette cité est à moi tout seul, c'est moi qui fais ma loi. La loi, elle est pour tous. Mais alors, ça veut dire que justement, nous y sommes tous soumis, de gré ou de force. Et ceux qui ne s'y soumettent pas vont en prison. Oui, il y a une question qui est posée et qui me paraît intéressante à ce moment précis, c'est qu'il est dit que justement que les enfants ont tellement subi les contraintes que quand on devient par exemple adulte, on peut devenir allergique à la contrainte et donc vouloir une liberté, même si parfois on la paye très cher. Mais justement, parce que ça a été abusif dans un sens et donc forcément le désir va dans l'autre sens. Ben, j'ai vu ça très souvent. À un moment, il y a 30 ans, je co-animais une émission sur Radio Libertaire. Je ne sais pas si elle existe encore, cette radio. Je m'en suis fait virer, d'ailleurs. On peut se faire virer d'une radio anarchiste. Tout ça pour dire quoi? Oui, l'animateur était fou furieux parce qu'on lui avait dressé un procès verbal. Il avait brûlé un feu rouge. Et en fait, il a piqué une sorte de crise d'adolescence pendant l'émission en disant que tous les flics étaient comment dire, des SS. Et à un moment, je lui ai fait simplement remarquer que le feu rouge nous permettait d'être libres de circuler et qu'il était utile pour réguler la circulation. Et là, il y a eu un souci. Je pense qu'à partir du moment où on ne comprend pas la nécessité d'une loi, elle est subie. Mais celui qui se dit « merci feu rouge, tu m'évites d'avoir un accident. Merci feu rouge, tu évites un embouteillage », ils sont contents d'obéir à la loi qui, a priori, normalement, est conçue pour l'intérêt général, l'intérêt commun. Et la loi est l'expression de la volonté de tous. Normalement, nos lois en démocratie sont discutées, débattues, votées par les représentants du peuple. Donc, ça va. Et puis, celui qui n'en voudrait pas, il refuserait ce que Aristote avait déjà dit, c'est que l'homme est un animal politique. J'ai rien d'autre à faire que d'être dans la cité. Et une cité sans loi, j'y serais déjà mort depuis longtemps. Ça serait la violence de tous contre tous. Et donc, merci la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est très important de le dire. Et là, il y a un grand problème. C'est quand on le martèle à un pauvre petit enfant qui pleure et qu'il se reçoit des sanctions et qu'il ne comprend rien à la loi et qu'il doit y obéir bêtement. Là, ça ne marche pas. Mais moi qui anime des débats avec des enfants, très souvent, je prends l'image d'un jeu en disant, si on veut jouer tous au Monopoly, il est nécessaire qu'on suive tous les règles. Celui qui va faire un 3 et qui va dire, ah, j'en ai marre, moi, d'obéir bêtement, tiens, je vais avancer de 6 cases. Eh ben, le jeu s'arrête. Plus personne ne veut jouer avec lui. On le considère comme un mauvais joueur. Et lui, de toute façon, il ne pourra pas continuer. Donc, nul n'est censé ignorer la loi. Évidemment, on y obéira beaucoup plus facilement si on la comprend. Parce que c'est ça d'ailleurs obéir, sinon c'est être soumis. Donc si je comprends qu'il est nécessaire que nous ayons tous une seule et même règle et qu'elle s'applique pour tous, eh bien j'en suis ravi. Et à partir de ce moment-là, ça marche. Nul n'est censé ignorer la loi. Alors, il faut quand même tout de suite que je dise le contre-argument à cette idée, c'est que personne ne la connaît tout à fait, cette loi. Personne ne l'a lu, le code civil, le code pénal, le code européen, etc. Personne ne comprend. Moi, j'essaie parfois de lire 2-3 pages et je m'endors. C'est des phrases de juriste. Et j'ai beau avoir déjà lu des textes un peu lourdingues, je n'y parviens pas. Donc, c'est théoriquement nécessaire et c'est pratiquement impossible. Il n'empêche que la plupart du temps, ça va. Le problème, c'est quand je reçois une sanction, quand on m'accuse d'avoir désobéi à la loi, alors que je n'ai rien compris à la loi et que, en fait, j'ai l'impression d'être piégé. Exemple, un policier au Maroc qui m'arrête et qui me dit 100 euros. Et je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un problème, ma voiture. Il me dit, non, non, 100 euros, sinon je t'arrête. Et là, je suis désolé, ce n'est pas la loi, c'est un petit despote qui veut m'escroquer. Donc, c'est à ce moment-là aussi que je tiens à dire que, quelles que soient les lois, puisqu'il y a toujours des lois injustes, ce qui vaut et qui prévaut dans tous les cas, c'est l'esprit des lois. C'est-à-dire qu'il n'est pas écrit sur une autoroute qu'il est interdit de faire demi-tour et de rouler en contresens. Ce n'est pas écrit. Mais oui, c'est évident. Là, on arrive à un moment qui me paraît crucial, c'est justement, là, si on part du postulat que les lois, comme les feux rouges, nous aident à circuler et que donc, quelque part, c'est du gagnant-gagnant, mais on peut imaginer qu'il y a des lois qui sont iniques, des lois qui, d'une certaine façon,
rentre en contradiction avec ma loi interne, avec mes propres valeurs, parce que je les trouve profondément injustes. Et donc, à ce moment-là, bon, c'est vrai que j'ai besoin d'appartenir à la société, j'ai besoin même de reconnaissance. Mais à Ouais. partir du moment où ça s'oppose, est-ce que ça peut s'opposer à ma loi interne, c'est-à-dire je peux la ressentir comme inique ou injuste, et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Et si chacun, entre guillemets, s'oppose, qu'est-ce qui reste des lois? Comment sortir de ce dilemme? Je pense qu'il y a ce qu'on appelle une loi naturelle qui précède toute loi, une sorte de loi du cœur, que les enfants même connaissent d'ailleurs. D'ailleurs, ils n'ont pas encore lu la loi, mais déjà, ils le sentent. Si je dis à un enfant, tiens, ton voisin a fait une bêtise, donne-lui une baffe. Un enfant très jeune va le faire, hein, parce qu'il va considérer que je le lui ai dit, je suis son maître. J'adore quand il m'appelle maître d'ailleurs. Bon, et il va le faire. Bon, là, il y a un gros souci. J'abuse de mon pouvoir. Mais justement, un collègue qui me voit faire va me dénoncer. Et à partir du moment où on abuse de son pouvoir, on l'a déjà perdu très souvent. Je dis ça quasiment dans toutes les institutions. Il me semble qu'il y a des abus de pouvoir. Il y a des maltraitances, etc. Mais c'est vécu très fortement par beaucoup de personnes parce que justement, même si elles ne connaissent pas la loi, elles sentent que c'est insupportable. Elles veulent revendiquer cette légitimité. Donc, on va opposer la légitimité à la légalité. Même s'il est écrit que, par exemple, les plus grands ont le droit de taper les plus petits. Il y a certains lieux où ça peut être écrit. Hein. Même si c'est écrit, eh bien, c'est inacceptable. Et à ce moment-là, c'est mon cœur qui parle. Et à ce moment-là, je vais dire, quelles que soient vos lois, je prétends, moi, que je dois avoir ce droit. L'exemple qu'on donne le plus souvent à ce niveau-là, je ne sais même plus comment elle s'appelle, c'est la pièce de Sophocle. Créon, comment elle s'appelle? Antigone. Créon, donc un roi qui personnifie la loi, dit qu'un homme qui s'est opposé à son pouvoir doit être mis à mort. Ça, c'est à peu près, c'est courant, quoi. Mais une fois qu'il est mort, il dit cet homme n'aura pas de sépulture, car il a été trop loin. Et là, voilà la sœur qui arrive, donc Antigone, et qui dit non, t'as beau être le roi, tu ne peux pas interdire une sépulture. C'est pas possible. Et elle recouvre son frère de poussière, de je ne sais plus quoi, parce qu'elle dit qui que vous soyez tous, vous les gardes, vous le roi, etc., vous ne pouvez pas demander quelque chose d'aussi infâme que de priver mon frère de sépulture. Et dès que quelqu'un me dit de faire quelque chose d'injuste, je ne sais pas, dénoncer un camarade, faire du mal, être brutal, être injuste, être sexiste, être raciste, etc., j'ai le droit de résister. Et j'ai non seulement le droit, mais le devoir. Et ce qui est très important d'ailleurs, c'est une des clés pour moi de la désobéissance. C'est qu'en désobéissant, j'obéis en fait à des principes qui dépassent la loi elle-même, qui dépassent l'autorité elle-même. Et donc, j'obéis toujours en fait. C'est au nom d'un principe auquel je reconnais une valeur que je peux me permettre de désobéir à quelqu'un qui me dirait viens, on va le transgresser. Donc quelqu'un qui par contre, par exemple, me dirait je t'ordonne de voler, je pourrais lui dire c'est irrecevable cet ordre-là. Et quel que soit ton statut, quelle que soit ta fonction et quel que soit ton charme, parce qu'il y a aussi des personnes qui prétendent avoir une autorité par la séduction. Même si la personne me dit oh tu me déçois beaucoup, moi qui t'aimais tellement, moi qui suis ton père, moi qui suis ta femme, moi qui suis ton maître, moi qui suis ceci, moi qui suis cela, je n'ai pas à ce moment-là à obéir à cet affect, j'ai à obéir à la raison qui me fait dire ça. Et sachez que même les chiens le revendiquent. On a fait des expériences où on demandait à des chiens de faire des tours, on leur donnait la même récompense à chaque fois, puis tout d'un coup, on ne va plus récompenser qu'un seul chien, alors que les autres chiens font exactement la même chose. Et là, le chien qui a obtenu toutes les récompenses refuse les récompenses et les donne aux autres. Et donc, il s'oppose à ses maîtres. C'est tout à fait possible. Et c'est ça qui s'appelle résister, en fait. Et ça a l'air simple, hein, mais il s'agit simplement de cesser d'être moutonnier, de cesser de suivre bêtement les consignes, et à partir de ce moment-là, on va devenir autre chose qu'un mouton. C'est très délicat à faire, surtout au début, c'est pour ça que tous les philosophes sont montrés du doigt, hein, quand on commence à oser réfuter ses propres préjugés, réfuter les préjugés des autres, on prend cher. C'est Nietzsche qui disait l'origine du mot bon, c'est noble, c'est maître. Donc, a priori, on doit tous suivre le maître et tout ce qu'il fait est bien et on doit l'imiter. Et puis, à partir du moment où on fait exactement ce qu'il nous dit de faire, tout se passera bien.
Le jour où on commence à faire un pas de côté, le jour où on commence à s'asseoir quelque part et à réfléchir, ça peut très mal se passer. Et c'est à ce moment-là qu'il faut voir justement encore et toujours à quoi on obéit quand même. Je pense à Descartes, au moment où il a commencé à faire ses méditations, il a dit, bon, pour ne pas devenir fou, et pour quand même survivre, il va falloir que je suive certaines règles, même si j'essaie de tout remettre en question. Il appelle ça une morale provisoire. Je vais faire 3 repas par jour parce que tout le monde fait comme ça ici. Voilà, on fait 3 repas par jour. Je vais obéir aux mœurs, aux coutumes, aux règles du coin. C'est comme ça. Pour l'instant, je n'essaye pas de faire autrement. Et puis, ça ne m'empêche pas de penser un peu de mon côté. Parce que, comment dire, même si j'arrête de suivre, il ne faut quand même pas que je perde les pédales, il ne faut pas que je parte en plein cosmos. Mais il faut surtout que j'arrête de suivre bêtement, parce que si j'ai toujours un guide, j'aime bien répéter que le mot guide en allemand, ça fait fureur. C'est-à-dire que les moutons peuvent être des moutons de panure. Je suis en danger de mort quand j'obéis sans comprendre. Et c'est là d'ailleurs que je subis, c'est quand je ne comprends pas. En fait, je ne m'appartiens pas. Je marche au pas, on me dit droite et je vais à droite. C'est à ce moment-là qu'il faut que j'ose dire pourquoi on part à droite, pourquoi on part à gauche, pourquoi on marche à ce pas-là. Et si le maître est capable de me l'expliquer, je consens à lui obéir avec joie. Si je comprends la nécessité de l'ordre qu'il m'a donné, c'est formidable. J'ai vécu ça une fois. Oui. Oui, je François, regarde l'heure. il y a un vrai, par rapport à une question qui vient d'être posée, il y a une vraie question que je me pose. Tu vois, celui qui va déroger à la loi, qui va s'opposer justement à la dimension collective de la loi, mais il peut y avoir des choses très, très, très opposées. Celui qui s'oppose à la désobéissance civile, un petit peu comme Gandhi, d'accord, qui va proposer justement de s'opposer à la loi des Anglais, d'accord. Et tu as aussi ceux qui vont désobéir à la loi au nom, par exemple, du djihadisme et qui vont, d'une certaine façon, au nom aussi d'une morale qui leur est propre, donc s'opposer, faire les lions, rugir et déposer des bombes parce qu'ils considèrent quelque part que de l'autre côté, ben justement, il y a quelque chose qu'ils n'acceptent pas. Donc, entre la désobéissance de Gandhi et la désobéissance du djihadiste, comment s'y retrouver? Comment, comment y voir clair? Alors, je dirais que Gandhi est un avocat intelligent, instruit, lucide, qui revient dans son pays en Inde et qui dit il y a des lois en Inde, pourquoi on obéirait aux lois anglaises et qui, sans jamais faire le moindre mal aux Anglais, demande aux Anglais de ne plus faire de mal aux hindous. Et de fait, c'est là aussi qu'il est beaucoup plus fort que toute une armée, c'est qu'il arrive les mains nues, il se fait tabasser, il se fait emprisonner. Que fait-il? Une grève de la faim? 2 grèves de la faim? Il veut vivre conformément aux mœurs de son pays. Et en fait, c'est cette obéissance-là qui fait toute sa force. S'il était tout seul à faire un bras d'honneur devant un soldat, il se recevrait une balle dans la tête et ça serait tout de suite fini. Et ça serait un non-événement. Mais il a une raison qui va vaincre la déraison anglaise. Et donc, c'est là qu'on est très, très fort. Et c'est l'argument massu, je trouve, de La Boétie dans le discours sur la servitude volontaire. Il dit, cessez d'obéir. Le maître n'est jamais maître que parce que vous consentez à ce qu'il vous donne des ordres. À partir du moment où vous cessez d'obéir, vous n'avez pas besoin ni de le tuer, ni de faire quoi que ce soit. Il n'est plus votre maître. C'est aussi bête que ça. Et alors, par contre, je tiens à revenir sur les radicalistes, ceux qui sont justement dans la tradition, ils ne pensent pas. Ils disent justement, il est écrit qu'il faut faire comme ça, donc on doit faire comme ça. Ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. En fait, ils prétendent agir au nom de Dieu, mais là, je repensais à ceux qui prétendaient avoir vengé le prophète en tuant Charlie Hebdo. Venger le prophète a besoin de ces 2 petites racailles. Dieu a besoin qu'on l'aide, mais ça, c'est une profanation inouïe, c'est un sacrilège incroyable, et il faut les rééduquer. Et donc, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne comprennent pas, ils sont complètement aliénés, possédés, c'est les pires des moutons. Et donc, à partir de là, on ne peut pas prétendre qu'ils agissent délibérément et qu'ils obéissent aux lois. Non, ils sont contraints par des pulsions, ils sont pathologiquement déterminés. Alors, enfin, voilà comment moi je le vois. Le problème est que c'est pas que psychiatrique, c'est également politique. Ils ont été formés à ça. Et je pense que n'importe qui d'entre nous peut se retrouver en quelques jours décérébré. J'ai vu le cas d'un élève d'un établissement où je travaillais
qui allait très bien, qui en plus n'était même pas musulman, qui était un bon catholique, entre guillemets. En 3 jours, il est parti en Syrie. Là, je pense qu'il y a un pétage de câble, une crise existentielle, mais peut-être parce que ce sont des individus qui n'ont pas assez philosophé, qui n'ont pas assez appris que penser, c'est dire non. Et c'est là que Alain, pour moi, est très précieux. Il a un texte formidable où il dit « Regardez le geste du oui comme c'est le geste de quelqu'un qui s'endort. Regardez le geste du non comme c'est le geste de quelqu'un qui s'éveille. » Non pas dire non à n'importe qui ou à n'importe quoi, mais d'abord dire non à ses propres certitudes illusoires. D'abord dire non, je vais cesser de croire en tout. Dire non, déjà, c'est cesser de croire tout court. C'est se mettre à penser, à conceptualiser soi-même. Et Descartes, d'ailleurs, dit, c'est dire je suis une chose qui pense. Je ne suis pas une moule qui adhère au rocher. Et j'ai ce courage-là. Et à ce moment-là, comment dire, on peut être fidèle, fidèle au sens où on a une foi, on peut être loyal, on peut avoir une vertu, et on va cesser de délirer. C'est là que Rousseau dit par exemple que la loi nous rend libres parce qu'elle nous empêche d'être pathologiquement déterminés. Et j'ai envie de tout dire à la fois parce que je vois qu'il reste 3 minutes. Socrate, oui, quand même, l'exemple typique pour moi, c'est Socrate qui est condamné pour impiété, qui va mourir, qui va être condamné à mort, et on lui propose de partir. Et il dit, mais non, je suis désolé, mais moi, j'obéis à la loi, même si elle est mauvaise, car je sais que sans la loi, on n'est plus rien. Et donc, voilà, est-ce que… je vais peut-être conclure en 2 minutes, oui, pardon. Non, 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 de toute façon, on va continuer parce que je pose Ouais. des questions qui arrivent au fur et à mesure. Donc, nous Ah sommes ben ça y est, déjà oui, dans on est une interaction. d'accord. Voilà, mais il y a 2 choses qui sont intéressantes que je retiens dans ce que tu viens de dire. Donc, la première chose, c'est qu'il y a une désobéissance moutonnière, hein, c'est-à-dire que parfois, on peut désobéir justement par une sorte d'absence de pensée ou par une espèce d'adhésion, d'accord, sans vérification ou sans véritablement légitimité. Dans l'exemple des djihadistes, on a l'impression qu'ils désobéissent, c'est-à-dire qu'ils expriment du libre arbitre, mais pas du tout. Leur désobéissance par rapport à la loi est une forme d'obéissance moutonnière par rapport à une autre loi. Et c'est juste, entre guillemets, à un moment donné, la manifestation. Alors, moi, la question que je me pose, et c'est intéressant d'aller dans ce sens-là, c'est que pour pouvoir, à un moment donné, désobéir ou obéir, il faut que je puisse, à un moment donné, valider à l'intérieur de moi eh bien, justement quelque chose qui justifie le fait que j'obéisse ou que je désobéisse. Mais la question que je me pose, c'est la suivante, à 2 niveaux. D'abord, est-ce que je peux moi-même arriver à une loi personnelle, morale, à une moralité personnelle et m'opposer au nom de ça? Et donc, forcément, est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Comment vérifier ça? Tu y as un petit peu répondu tout à l'heure. Et surtout, la deuxième question que je me pose, c'est que là, par exemple, actuellement, c'est pour ça que j'ai voulu proposer ce sujet, c'est qu'il y a aujourd'hui des vérités, un débat, bien entendu, à travers les réseaux sociaux. Alors, il ne s'agit pas de rentrer dans les contenus, hein, il s'agit justement de pouvoir un petit peu métapenser, c'est-à-dire réfléchir sur le dispositif et sur les conséquences. Aujourd'hui, il y a des débats très contradictoires sur, par exemple, le masque, l'anti-masque, le virus, la pandémie, etc., etc. Et il y a des lois. Hein, encore aujourd'hui, le gouvernement a proposé de peut-être se reconfiner, etc. Et il y a beaucoup de désobéissance aussi là-dedans. Il y a des gens qui, au nom de leurs valeurs, d'accord, disent, moi, je vais désobéir au risque de me prendre un PV, etc., etc. Alors, comment réussir au bout du compte à s'y retrouver là-dedans? Est-ce que je peux prendre une position? Est-ce que les 2 positions sont légitimes? Voilà, qu'est-ce que tu peux proposer aujourd'hui sans prendre position? Il ne s'agit pas de discuter du contenu, il s'agit juste d'avoir une posture philosophique la plus intelligente possible, la plus sage possible, qui me permette d'y voir clair et de prendre position. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire? Est-ce qu'il y a une solution ou est-ce qu'il n'y en a pas? C'est vrai que c'est ambigu, car à partir du moment où on se permet, par exemple, de contester des lois, un raciste peut revendiquer le droit d'organiser une ratonnade. Je pense aussi, par exemple, à l'exemple incroyable qu'on a eu fin août là, à Berlin, où des extrémistes qui veulent le retour du Troisième Reich ont proposé une manifestation contre les masques. Et il y a eu 30 000 personnes à Berlin. Et à la fin, l'organisateur, qui avait un drapeau aux couleurs du Reich,
a dit nous allons former une assemblée constituante et nous allons prendre le Reichstag et nous allons y bouter le feu. Et il a été acclamé par des gens qui s'étaient retrouvés là parce que sur YouTube, ils avaient vu des vidéos disant que le masque était anticonstitutionnel, que c'était une dictature, que c'était mal. Donc il y avait tout et n'importe quoi dans cette manif. Donc il y avait autant des crânes rasés que des dreadlocks, des bouddhistes qui rentraient en méditation. C'était tout et n'importe quoi. C'était même, enfin moi j'ai trouvé ça très drôle de lire des articles sur ça. Mais ce qui est terrible, c'est que aucun n'a pensé à vérifier la pertinence des informations dont ils disposaient. Ils ont confondu YouTube et l'information véritable. Et il me semble que quelqu'un qui est sage, et c'est très difficile, quelqu'un qui est sage, c'est celui qui sait vérifier la pertinence d'une pensée, qui sait vérifier qu'elle est valable, qu'elle est valide. Ceux qui pensent qu'on nous oblige à mettre des masques parce qu'il y a un complot et qu'on est dans une dictature ne comprennent pas que c'est juste une épidémie mondiale dont il faut se protéger et que le masque, au niveau sanitaire, ça nous sauve, c'est un outil et c'est pas pour nous… François, si tu permets, oui. Là c'est bien, hein, tu as une prise de position, justement ça te tombe bien parce que dans l'école que je défends, on aime bien la polémique, on aime bien la controverse parce que justement la dialectique, la capacité à pouvoir écouter, de vivre l'altérité et de pouvoir justement être en mesure de pouvoir se remettre en question en écoutant l'autre qui ne pense pas comme moi, c'est une vertu. Donc je trouve ça magnifique. Et donc justement, après, là où c'est compliqué, c'est que dans le cas par exemple que tu viens de dire, si je rentre dans une recherche d'informations, par exemple sur Internet, je vais trouver même chez les experts, je dis bien même chez les experts, des points de vue qui peuvent être complètement contradictoires et qui, moi, qui ne suis pas un expert, qui ne suis pas un scientifique, peuvent me paraître sensés. Après, je peux avoir une idéologie qui va faire que je vais plutôt adopter le point de vue d'un expert plutôt qu'un autre. Mais ce n'est pas parce qu'il est plus convaincant, c'est parce qu'au fond de moi, je suis déjà convaincu d'office de ce qu'il va défendre puisque c'est en conformité avec mes valeurs, entre guillemets. Hein. Donc voilà, je suis déjà dans un camp, hein, c'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. Donc comment réussir? Alors, est-ce qu'il faut faire comme les stoïciens, parfois, suspendre son jugement? Ou est-ce qu'il faut prendre une position en disant c'est conforme à mes valeurs, mais ce n'est pas forcément une vérité absolue et universelle, mais c'est tout simplement mon adhésion de cœur? Comment s'y retrouver? C'est compliqué, quoi. Ouais. Suspendre son jugement, c'est gênant parce qu'on reste passif et souvent on est hébété, perplexe. Mais je pense que c'est le cas d'absolument toute l'humanité en ce moment. On ne sait pas si la semaine prochaine on va se reconfiner. Il y a des gens qui sont révoltés là par les nouvelles mesures qui ont été prises aujourd'hui quand il y a très peu de temps on nous rassurait en disant que tout allait mieux. Et là, il y a une ambiguïté. Un critère donné par Descartes m'a beaucoup plu, moi, quand j'étais en quête de critères pour mieux penser et pour savoir mieux sur quel rythme danser. Il dit il suffit de tester les différentes attitudes. Celle qui me permet d'accéder à plus de sérénité, a priori, apparaît plus adéquate. Et donc, si, par exemple, je me retrouve dans un métro bondé et que j'ai un masque, je me sens, même si je trouve ça triste, vraiment désolant, c'est triste à pleurer, je me sens quand même protégé, je me sens mieux. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et le gros souci que tous les philosophes, à mon avis, il me semble, pointent, c'est que je ne sais jamais à quel moment je dépasse mon niveau de compétence. Donc, quelle que soit mon intelligence, il y a un moment où on va me demander de décréter des choses sur quelque chose que je ne domine pas. Et c'est le cas en ce moment. Beaucoup de gens disent « Je ne suis pas médecin, mais vous allez voir, je vais vous sortir pendant 5 minutes plein de théories abracadabrantes et il faut suivre un tel qui a dit ça ou un tel qui a dit ça. » Et là-dessus, on peut se les opposer vu qu'on ne les comprend pas et qu'eux-mêmes d'ailleurs ne se comprennent pas et qu'eux-mêmes changent d'avis sans arrêt. Spinoza a trouvé un truc et c'est là qu'il a réhabilité les textes sacrés. Et donc, je pense que d'ailleurs, ton école a une attitude spinoziste à ce propos-là. Il dit, quand on ne sait pas quoi faire, autant se référer à un texte qui a traversé toutes les générations, toutes les époques et qui peut être dit et redit partout dans le monde et quasiment dans toutes les langues. Autant, par exemple, dire qu'il faut aimer les êtres humains et qu'il faut être utile, il faut être ensemble, il faut être bienveillant, point. Et puis, il n'y a pas besoin de beaucoup plus d'arguments, ça suffit. Et à ce moment-là, la religion, qui n'est pas du tout la science, est finalement plus efficace.
car elle nous permet de communier, d'être ensemble, de nous accorder et même de prendre des décisions dans des périodes où on est instable. J'ai vu un ami comme ça qui m'a dit j'hésite à aller chez le coiffeur. Et je lui ai dit bah écoute, moi j'ai aucun conseil à te donner, j'en sais rien. Et il a ouvert un texte sacré où il y avait marqué les hommes ont les cheveux courts. Il a dit ah bah les hommes ont les cheveux courts et donc il a été se faire couper les cheveux. Et en fait voilà, on peut si d'aventure notre raison est insuffisante, il se peut que ces textes marchent. Je dis ça, mais dans tous les textes sacrés, il y a des appels au meurtre. Le problème, c'est non pas, encore une fois, tel ou tel chapitre, mais le sens général. Le sens général dit quand même que nous nous aimons, que nous devons favoriser tout ce qui nous permettra de vivre le mieux possible les uns ensemble, les uns avec les autres. Donc, toutes les religions ensemble. Je vois ça dans les prisons où souvent il y a une cellule pour tous les cultes. C'est très rigolo à voir parce que il y a tous les symboles qui sont réunis et les gens se croisent et c'est bien sympathique. Donc c'est là que je verrai quelque chose pour tout ce qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais. Tout ce qui nous échappe complètement et qui est pourtant déterminé. Et donc, voilà, un scientifique ne me dira jamais comment je peux, comment je dois aimer. Et donc là, il faut aussi s'ouvrir aux arts. Et il me semble que ça fait partie d'une culture qui permet de mieux penser. Et je regarde l'heure, 22, oui. Oui, il y a une question qui vient d'être posée. Il y a eu des parlementaires qui ont quitté une audition parlementaire parce qu'une femme a porté le hijab, d'accord, alors même qu'elle en a le droit. Donc là, justement, c'est très particulier. Ils sont censés représenter la loi. Ils s'opposent à quelque chose parce que ça va contre leurs valeurs, alors que c'est vraiment des représentants hein, de la cité. Ouais. Hein, est-ce qu'au bout du compte, c'est la question qui est posée, est-ce qu'ils n'ont pas fait passer leurs convictions avant ce que dit le droit? Je ne sais pas si c'est des convictions ou des conventions. J'ai animé plusieurs débats, par exemple, sur les vêtements, où je faisais remarquer que parfois il faisait 45 degrés et nous gardions nos costumes car nous étions filmés. Et en fait, on préférait être en sueur mais garder notre dignité. Nous, par exemple, là, est-ce qu'on a une posture normale? Nous obéissons à des coutumes qui font que, par exemple, dans notre société, on ne doit voir que la tête et les mains. Tout le reste est caché. Pour certains, c'est très choquant parce que, par exemple, là, moi, ici, maintenant, j'ai chaud. Je devrais me mettre torse nu si j'obéissais réellement à mes besoins physiques. Et je ne le ferai pas parce que tous les gens qui m'observent perdraient complètement mon intérêt pour ce que je dis, me trouveraient ridicule et seraient choqués. Même si ce n'est pas rationnel, ces conventions-là, elles ne sont pas explicables. Et donc, nous devons obéir à des règles, à des conventions, aussi bêtes soient-elles parfois. Et donc, selon les pays, je sais qu'il y a des comportements, il y a des postures qui sont plus ou moins réclamées. Et même si tout le monde dit, bah oui, c'est stupide, mais c'est comme ça, bah, je vais le faire. Et donc, comment dire, il y a une obéissance là qui n'est pas une soumission. Quand je dis, par exemple, je serre la main à un préfet et je dis, je vous présente mes respects, monsieur le préfet, je n'en pense pas un mot. Je le fais par convention. Et lui-même sait très bien que je ne le connais pas et que j'ai aucun respect pour lui, mais que c'est le protocole qui veut cela. Et donc, je m'y plie. Quand je rentre dans un temple, en fonction du temple, je me couvre la tête, j'enlève mes chaussures, etc. Enfin, je fais quelque chose qui est réclamé. Et je ne vais pas dire oui, mais non, mais là, c'est votre truc. Ma raison me dit que ça ne vaut rien. S'opposer bêtement à ce niveau-là, à des conventions dont tout le monde sait qu'elles sont un peu bêtes, c'est perdre son temps, à mon avis. Donc là, je dirais que c'est dérisoire, c'est horrible pour les personnes qu'on force soit à mettre des vêtements, soit à les enlever, parce que ça devient du pur délire. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Ouais. Enfin, moi, personnellement, je vais prendre position. Il y a quelques conventions que je trouve stupides et que je m'autorise à remettre en question dans un comportement personnel sans avoir forcément le sentiment d'être en porte-à-faux par rapport à la loi. Voilà, mais ça, c'est juste une prise de position personnelle. Il y a une autre question qui est importante et qui est posée. S'il y a des caméras dans toutes les rues, je me sens mieux
Et pourtant, c'est-à-dire que quelque part, ça me sécurise. Ça me permet, moi, par exemple, de pouvoir peut-être ne pas risquer d'être attaqué parce que justement, les caméras dissuadent. Donc, c'est quelque part pour mon bien. D'accord? Le fait d'être nourri dans ses besoins par la loi, notamment dans son besoin de sécurité, est-il bon? Est-ce que c'est un bon critère pour juger d'une loi? Le fait d'être nourri? Est-ce que le fait, par exemple, qu'il y a des caméras partout, Ah oui. soi-disant pour me protéger, enfin, soi-disant ou réellement, d'accord? Donc, a priori, ça semble satisfaire des besoins légitimes, mais est-ce que pour cela, il faut aller dans cette direction et mettre des caméras partout pour satisfaire ce besoin? Ou est-ce qu'on peut considérer quelque part que… Ouais, j'ai eu la chance quand j'étais étudiant d'être vigile. Et j'ai été dans plusieurs QG sécurité où on avait des dizaines et des dizaines d'écrans. Et Réponds rapidement parce qu'on arrive à la fin, hein, François. J'ai vu que les gens changent de comportement devant un écran et on a besoin d'être regardé pour adopter une certaine posture. Quand je vois qu'il y a une caméra qui me fixe maintenant, je fais salut collègue. Je sais que je ne suis pas le même devant une caméra. Et de la même façon, quand je suis devant un auditoire, je ne suis pas le même. Et donc, selon la personne qui me regarde, elle me chosifie, dirait Sartre, c'est-à-dire que je réponds à sa demande dans son regard et je ne suis pas le même selon qu'une personne me regarde et selon que, par exemple, au premier rang, je vois un élève qui fasse ou alors qu'au contraire, on me bouffe des yeux. Et donc, quel que soit le regard, même celui d'une caméra, il me fait exister. Et donc, je pense que ça répond plus à un besoin existentiel qu'autre chose. C'est-à-dire que le fait de me savoir regarder fait que je vais avoir un comportement plus normal, entre guillemets. Et tant mieux si ça sécurise. Voilà. Et je comprends très bien que pour certains, c'est l'inverse. Voilà. Je te remercie. Là, on arrive à la fin de ce webinaire. Plaisir. Merci François. 2 ou 3 informations. D'abord, ça fait partie de l'esprit de l'école, hein, que de laisser justement les opinions différentes s'embrasser, se confronter, s'opposer, parce que ça, c'est véritablement le meilleur moyen de s'enrichir. L'altérité, c'est-à-dire la différence, n'est pas forcément une source de confrontation ou d'opposition, mais une source d'enrichissement. C'est dans cet état d'esprit que l'école a été créée. C'est pour ça qu'il y a une grande diversité d'intervenants et qu'on arrive quand même, et c'est ça qui est fantastique, à trouver ce que j'ai appelé le dénominateur commun de la sagesse, quand même des grands principes qui sont essentiellement nourris de bon sens et qui surtout portent leurs fruits dans le sens où ils nous amènent à un certain bien-être personnel dans la relation à soi et dans la relation aux autres. Et ça, c'est un critère pragmatique qui me paraît vraiment incontournable. Alors, les quelques rendez-vous de la semaine, donc l'école commence ses cours le 7 octobre. Donc, le 7 octobre, nous aurons une soirée porte ouverte. Alors, est-ce qu'on la fera par Zoom? Est-ce qu'on la fera par présentiel? Je vous demande de vous tenir au courant parce que les choses évoluent aujourd'hui et on essaye, dans la mesure du possible, de respecter la loi dans les limites du raisonnable. C'est-à-dire que, voilà, si on n'a pas le droit de se réunir à plus de 20 ou 30, forcément, ça posera problème. Donc, tenez-vous au courant d'un petit peu la marche à suivre. Ensuite, nous sommes inscrits au Salon Zen, donc, qui aura lieu à Porte de Champéret entre le 1er et le 5, oui c'est ça, octobre. Donc nous aurons un stand, nous pourrons présenter l'école je ferai une conférence d'ailleurs le dimanche en question à 17h. Donc vous êtes tous invités et comme ça il y aura plusieurs intervenants de l'école et on pourra présenter l'école. Voilà, donc les cours seront parfois en Zoom, parfois en présentiel, parfois les deux. On aimerait bien pouvoir proposer le double service, hein, parce qu'on a trouvé ça très pratique l'année dernière. Comme ça, ceux qui sont en province peuvent aussi suivre les cours. Donc voilà, idéalement, on aimerait bien faire les deux cette année, mais si on ne peut pas, on continuera par Zoom. Voilà, donc j'étais ravi de pouvoir te recevoir, François. Je te remercie vraiment pour ton apport. Et voilà, et on proposera un webinaire à peu près tous les 2 mois. Et je vous invite à rentrer dans le site de l'école, l'écoledesapprentissages.com. Vous aurez bien entendu le programme qui sera réactualisé. Là, il va être envoyé à partir de la semaine prochaine. Voilà. Et puis, si vous laissez vos adresses mail, on vous enverra aussi toutes les informations.